va s'adapter. À ce moment-là, on va passer directement à la patronne des praticiens hospitaliers, des médecins hospitaliers, Anne Vernet, qu'on peut applaudir, qui est la présidente du SNFAR. C'est un des grands syndicats de médecins hospitaliers en France. Le collectif Santé en danger qui a 4 ans. Pardon ? Dans le micro, il faut l'accrocher. À qui ? À l'orateur. Ah, voilà, à l'orateur. Voilà, tiens, je te laisse. Vas-y, Philippe, tu connais ça mieux. Quand le collectif est né, je suis médecin anesthésiste. Quand le collectif est né, forcément, j'ai essayé de contacter Anne, qui était déjà présidente à l'époque. Puis, et parce que je voulais savoir si c'était utile de créer une association pour faire encore plus de bruit, essayer d'aider les syndicats, etc. Et si les gens comme Anne Vernet n'avaient pas été assez bienveillants vis-à-vis de cette démarche, qui était de créer quelque chose pour crier encore plus fort, on ne serait pas là ce soir. Donc cette personne-là est très importante dans l'histoire du collectif. Et surtout, elle nous fait la confiance, Anne, de nous accompagner dans les différentes soirées qu'on organise. Sa thématique, et puis je vais te laisser la parole, c'est les médecins dans les hôpitaux. Il y a des médecins hospitaliers ce soir ? Voilà. Vous avez entendu parler du SNFAR ? Ouais. Il y a des élections bientôt, hein, vous savez. Il faut bien voter. Alors attends, non, on va demander à madame d'où elle est, où elle travaille, etc. Bonsoir. Je suis PH à Cahors. Voilà, dans le Lot. Félicitations. Il y a beaucoup de gens du Lot, je crois, ce soir. Oui, j'ai l'impression. On a l'impression que Gabi a agi en sous-main. Alors, le contexte de l'intervention d'Anne Vernet, c'est quand même que vous avez tous entendu parler d'un côté de la sinistrose un peu des hôpitaux, que ce soit, on entend beaucoup parler des urgences, mais pas seulement, hein, dans les services de médecine, dans les EHPAD même, on a du mal, il manque des médecins partout, certes on n'en forme pas assez, mais d'un autre côté, les médecins qui sont hospitaliers aujourd'hui, probablement qu'on ne fait pas tout pour les garder à l'hôpital, sur la manière dont fonctionne un hôpital, la gouvernance, etc. Heureusement, il y a des gens qui se mobilisent, comme Anne, qui va vous expliquer aujourd'hui quels sont les thèmes les plus importants et quelles sont les négociations en cours. Et nous, collectif, à côté de ça, on essaye d'aider, de propulser et de faire connaître tous ces messages. Anne, je te laisse la parole. Ouais, merci Arnaud pour ton invitation et pour ta présentation. Tu sais, la personne n'importe peu, je crois que c'est l'organisation du SNFAR qui a permis que je sois aussi là où je suis aujourd'hui. Alors je vais changer tout mon discours puisque tu as annoncé des trucs que je n'avais pas prévu de dire. Non, mais t'en tiens pas compte, moi je brode. Mais il n'y a pas de souci. Je voulais parler de cancel culture en fait. Je voulais dire que le ressenti. Alors le titre il est pas très sympa, hein, c'est le mal-être des PH, je crois, ou le malaise des PH. Je ne vais pas faire la pleureuse parce que je pense que l'idée c'est un petit peu de faire l'état des lieux, mais surtout de dire ce qu'on peut s'améliorer. Le ressenti, je pense, de tous les médecins publics, libéraux, c'est qu'aujourd'hui, on veut effacer le métier de médecin. Je ne le dis pas sur le plan de la boutade, je pense que c'est un vrai ressenti. Et la soirée de Lille m'a assez confortée dans l'idée que c'était une très mauvaise idée. Déjà, je suis persuadée qu'on a un métier qui est indispensable. Et puis, l'idée de dire que finalement... l'aide-soignante peut remplacer l'infirmière, le kiné peut remplacer le médecin, l'infirmière peut remplacer le médecin peut remplacer l'infirmière de coordination, etc. Enfin, une espèce de tout est dans tout et réciproquement. Ça ne marche pas parce qu'on a tous choisi un métier, on a tous choisi de faire ce métier et on est tous dans des situations de pénurie. Donc, la solution, c'est plutôt de permettre à chacun de faire son métier correctement et de travailler ensemble. La deuxième chose, c'est qu'on est en train de vouloir effacer aussi le statut de PH. Parce que je ne sais pas quoi. Parce que les PH ne sont pas des fonctionnaires, mais enfin ils sont traités comme le versant très très péjoratif des fonctionnaires. Ils sont embauchés à vie, ils peuvent ne rien foutre et puis être payés quand même. Donc il y a toute cette petite musique qui traîne et qui n'est pas très très agréable parce que un médecin c'est 10, 11, 12 ans d'études. Avec pas mal de sacrifices. Une vie, je trouve aussi, parce que maintenant que j'ai plus de 50 ans, je me rends compte que l'équilibre vie pro, vie perso, c'est pas trop ça. Et puis voilà. Après, je pense qu'on fait le plus beau métier du monde. Je pense qu'on a besoin de tout dans notre système de santé et qu'il y a des médecins qui ont fait le choix du service public hospitalier. C'est ni mieux ni moins bien que d'autres versants de professions de santé. Mais voilà. Alors, moi, il faut que je vous parle des péages. Donc, le parcours des péages, c'est 3 concours. Un concours de première année qui est extrêmement sélectif. Je laisserai, je ne sais plus où est-ce qu'il est, Emmanuel en parler.
Un deuxième concours d'internat qui se prépare pendant 3 ans où on s'enterre dans une piole de 15 mètres carrés. Et puis un troisième concours qu'on va passer qui est beaucoup plus facile à passer à condition que on vous laisse prendre un poste derrière. Alors maintenant, il y a plein de postes, mais on ne les donne pas parce qu'on préfère laisser les gens sur des postes de contractuels. Avant, il n'y avait pas de poste, donc on vous faisait mariner. Donc moi, j'ai mariné 1 année recherche, très intéressante, mais qui ne me rapporte rien en ancienneté. 3 années de péage provisoire, qui ne me rapporte rien en ancienneté, c'est-à-dire rien en rémunération, rien pour la retraite. Et avec tout ça, moi, j'étais titulaire autour de 35 ans. J'étais enceinte de ma 3e fille. Voilà, tout ça pour faire quelque chose qui, à 20 ans, 25 ans, était un petit peu vécu comme le Graal. Moi, j'étais dans un grand CHU parisien et c'était un petit peu un symbole de, entre guillemets, réussite de pouvoir avoir un poste hospitalier. La deuxième chose, c'est quand on est PH, en fait, on s'engage à vie, normalement, pour une carrière hospitalière, c'est-à-dire qu'on croit à l'hôpital et qu'on a envie d'en faire partie de sa structure. Et ça, c'est hyper important, je pense. C'est comme dans tout. C'est comme quand vous construisez une maison, c'est comme quand vous construisez une famille. Il faut que vous ayez, je vais prendre une image biblique, mais il faut asseoir ces choses-là sur le roc. Et on a besoin de gens qui sont investis dans la durée et d'équipes qui sont investies dans la durée. Après, je ne vais pas vous faire l'histoire des 20 dernières années de l'effondrement du système de santé, HPST, etc. Tout le monde la connaît. Je vais vous reparler tout à l'heure après de la période de Covid qui a été, je pense, une parenthèse enchantée pour nous tous. À la suite du Covid, il y a eu le Ségur et donc on en arrive à ce que tu disais. Et puis, cerise sur le gâteau du Ségur, c'est que alors qu'on avait obtenu des mesures intéressantes pour les jeunes, on devait avoir une compensation dans le Ségur pour les praticiens hospitaliers. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes, on avait supprimé les 4 premiers échelons, donc quand ils rentraient dans la carrière, ils avaient une rémunération qui était un peu moins incohérente avec le travail qu'ils fournissaient. Et puis, on nous avait promis qu'on aurait la compensation dans le Ségur. Et puis, on a demandé la compensation dans le Ségur. Et puis, à un moment, certaines organisations syndicales se sont défaussées de cette demande et ont demandé des choses pour les vieux uniquement. Donc, on s'est un petit peu fâchés. Et surtout, il y a beaucoup de PH qui sont fâchés. Ceux qui sont PH parmi vous, je pense qu'on se rend compte. Ça fait 4 ans maintenant qu'on est sur cette affaire. Et voilà. Et pourquoi ? Parce que moi, je vous ai parlé des années qui n'ont pas compté dans mon ancienneté. Donc, on était à 1 + 3. Et donc, là, ça fait 4 de plus. Ça fait 8 ans d'ancienneté que j'ai de différence par rapport à mes petits camarades. Ça fait 4 échelons. Ça fait beaucoup de choses. Voilà. Pendant ce temps, en 30 ans, les PH, ils ont perdu 30% de pouvoir d'achat. Pendant ce temps, on recrute des gens qui viennent faire des piges à l'hôpital, des piges de 1 jour, des piges de 6 mois ou des piges de 3 ans, sur des rémunérations qui sont 2 à 3 fois plus importantes. Et donc le PH, il se demande un petit peu s'il n'est pas le dindon de la farce, ou plutôt il a compris qu'il était le dindon de la farce. Donc au fur et à mesure, c'est compliqué. Alors, tu voulais que je parle de la permanence des soins, du temps de travail. Voilà, notre temps de travail n'est pas compté sur nos fiches de paye. Maintenant, ils ne le mettent plus, mais avant, il était marqué quand on travaillait 39 heures. On en fait largement 55 ou 60. Nos heures supplémentaires sont payées en dessous de notre salaire. Que dire d'autre ? J'espère qu'il n'y a pas d'étudiants en médecine dans la salle, parce que c'est le moment de changer de filière. Après, tu vas nous remonter le moral ? Absolument. Absolument. Eh bien, tout de suite, si tu veux. Oui, alors, voilà, pourquoi il y a de l'espoir ? Il y a de l'espoir parce que moi, je trouve qu'on a des médecins motivés. Emmanuel parlera tout à l'heure des premières années. Je ne sais pas où il est, je regarde, mais voilà. Mais je pense qu'on a des étudiants qui sont motivés pour faire de la santé, que ce soit dans les écoles d'infirmières ou dans les facs de médecine ou dans toutes les professions de santé. On a des internes qui sont de grande qualité, qui sont compétents, qui ont envie de faire des choses. On a des jeunes qui nous disent si l'hôpital il est comme ce que vous proposez, ce que le SNFAR propose, nous on signe tout de suite. Il nous faut des HU. Je pensais qu'Henri Duboc était là pour en parler, mais voilà, on manque pour la formation d'hôpital universitaire. Et en fait, je fais une toute petite pub parce que c'est les élections professionnelles à partir de mardi, mais on a une plateforme, on est les seuls à avoir une plateforme, la liste qui est soutenue par le SNFAR qui s'appelle Ensemble pour APH, où on a 206 propositions et on a des propositions qui tiennent la route. Et même des propositions pour ces histoires d'ancienneté qui ont intéressé la DGOS avec qui on a échangé
et qui n'attendent que d'avoir un mandat financier pour le faire. Alors, ça c'est le premier espoir. Le deuxième espoir, et je vais conclure, je reparlais du Covid. Le Covid, ça a été horrible, ça a été dur, on avait tous eu peur de mourir, on avait tous des blouses qui ressemblaient à des sacs poubelles, des patients qui crevaient la bouche ouverte, etc. Mais n'empêche qu'on a transformé l'hôpital. Nous avons transformé l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a un week-end, il y a un mail qui a circulé, qui était censé arriver qu'au ministère, qui a été intercepté par une personne, puis deux, puis trois, et qui a circulé dans toute la France, et qui disait, c'était deux urgentistes du Grand Est qui disaient « Préparez-vous, préparez-vous ». Nous, on s'est préparés, et même quand on croyait qu'on était préparés, on n'était pas prêts. Et ce mail-là, il a circulé, et le lundi matin, toutes les équipes dans tous les hôpitaux, sans se concerter, ont fait la même chose. On a fait quoi? On a arrêté les programmes opératoires, et on a réfléchi à comment on fait. Comment je fais pour séparer les Covid et les non-Covid? Comment je gère les urgences? Comment on fait la maternité? Comment on transfère? Comment on s'arrange avec le privé? Comment, etc. Alors, on passait la journée à faire des trucs. À la fin de la journée, on se disait, c'est bon, on a trouvé la solution. Puis il y a quelqu'un qui disait, ah non, là, ça déconne. Eh bien, c'est pas grave. Le lendemain, on recommençait. Et puis, comment on s'organise pour étendre la réanimation? Comment on s'organise pour les prescriptions? Du pratico-pratique. Comment on intube? Qui intube? On a fait tout ça. Eh bien, ça a marché partout. Alors ça, c'est dingue quand même. On ne s'est pas concerté. On a tous fait pareil et ça a marché partout. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir. L'espoir, c'était, on a changé la gouvernance et on a redonné du sens aux équipes. Alors, je reprends ce qu'a dit, je ne sais plus, Olivier, ton prénom, Thomas? Oui. Notre ami directeur. C'est qu'il faut une vision. Le problème de notre système de santé, c'est qu'on n'arrête pas de mettre des rustines sur des rustines, sur des rustines, sur des rustines. Tant qu'on va faire ça, on va dans le mur. Si on écoute les soignants qui savent ce qu'il faut pour le système de santé, et si on transforme ça dans une loi de programmation de santé, comme il y en a eu à peu près tous les 5 ans, et comme il n'y a plus aucun projet pour en faire, si on fait une loi pour dire, ben voilà, je sais bien que demain, ça ira pas mieux, demain, dimanche, ça n'ira pas mieux qu'aujourd'hui, mais si on dit, on veut arriver à ça dans 1 an, à ça dans 5 ans, à ça dans 10 ans, à ça dans 20 ans, à ce moment-là, on travaille, on se donne les moyens et on y va. Donc il faut cette vision-là, il faut de l'argent, mais mettre l'argent à des bons endroits et pas sur des rustines. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir parce qu'on fait des beaux métiers et qu'on est tous motivés pour les faire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Anne. Non, mais ce qu'on est... Ah, évidemment, le début du propos, il est... De toute façon, voilà, enfin, je pense que dans l'Assemblée, il n'y a pas que des soignants, il y a aussi probablement des usagers, des gens qui entendent parler des difficultés, des services, des fermetures de services dans les hôpitaux. Vous savez, il n'y a pas de mystère. On ferme des services parce qu'on manque de soignants, des aides-soignants, des infirmiers et des médecins. Pourquoi on manque de médecins? C'est parce qu'on n'arrive pas à les garder. Pourquoi on n'arrive pas à les garder? Parce que ce qu'on vient de vous expliquer, quand on vous parle du Ségur, c'est le Ségur de la santé qui date de juillet 2020, qui était censé relancer l'attractivité en fait, des professions en santé. Ça n'a pas du tout eu cet effet-là, mais ça, à la rigueur, moi, que des politiques ne réussissent pas du premier coup, ça ne me choque pas. Ce qui est beaucoup plus choquant et ce qui nous a beaucoup mis en colère, d'où la création du collectif, c'était l'autosatisfecit en fait, qui est en fait un vaste mensonge fait à la population. Parce qu'on vous dit, le Ségur de la santé a été fait, mais en fait, il manque plein de médecins partout. Il y a à un moment donné, il y avait enfin j'exagère un peu, il n'y avait pas la moitié des services d'urgence fermés, mais peut-être qu'à un moment donné, il y avait la moitié des services d'urgence régulés en France. Donc, si vous voulez, il y a quand même une discordance totale entre la satisfaction parfois d'un gouvernement ou d'un exécutif. Je vous rappelle qu'on est non politisé, nous, hein, donc on commente ceux qui sont au pouvoir et ce qu'ils font. Et en fait, la réalité du terrain. La loi de programmation santé dont tu parles, Anne, ben oui, merci. En fait, ce qu'on est en train de vous dire ce soir, c'est qu'on ne peut pas, même si nous, au mois de novembre, on va essayer d'écrire un texte de loi, vous imaginez bien que compte tenu de l'immensité de la tâche, il faut forcément une loi sur 5-10 ans pour garantir un système de santé au centre de notre société pour les 50 prochaines années. Et ça demande une vraie ambition politique, ambition que pour le moment, il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui proposent ça. Hein. C'est, je pense, aux Français d'imposer cette thématique-là comme étant prépondérante. Alors, ce qui est fou, c'est que quand on interroge les priorités des Français, souvent, hein, entre l'inflation et la santé, souvent, c'est en première position, ou même l'insécurité aussi. Enfin, alors, le pouvoir d'achat. Oui, je lisais ce matin, il y a un sondage qui a été fait pour les européennes, donc on va voter demain. La santé est le deuxième sujet de préoccupation des Européens. Vous avez entendu parler de santé? Non, absolument pas. J'ai une question pour toi, Anne, parce que là, tu as touché
un sujet qui m'intéresse, moi, en tant qu'ancien DRH, qui est la gouvernance. Est-ce que tu peux être un peu plus précise sur ce qui a été mis en place dans le cadre de la crise Covid et qui, justement, a fait que ça fonctionnait sur le terrain, en fait? Alors en fait, j'aurais dû rapporter ce qu'avait fait mon mari. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la gouvernance administrative, et ce n'est pas du tout une critique vis-à-vis des administratifs, je vais faire attention parce qu'il y a plein de directeurs apparemment ici, on a redonné confiance à ceux qui avaient les mains dans le cambouis. Donc en fait, il n'y avait plus de chef, il y avait plus de quelque chose de pyramidal, il y avait une intelligence collective d'équipe. Il y a un moment, donc mon mari travaille dans mon service, il est aussi anesthésiste réanimateur PH. Il avait fait une pancarte. Alors je vous rappelle, hein, on n'avait pas assez de masques, c'était hyper contagieux, etc. Il était écrit que, en gros, tout le monde devait respecter les règles d'hygiène, de machin, qu'on ne discutait pas les décisions qui avaient été prises collectivement, et que tout le monde avait le devoir de faire une remarque à l'autre il n'avait pas mis son masque, il avait fait quelque chose qui dérelève. Voilà. Et ça devait être accepté et qu'il ne devait pas y avoir d'histoire. Donc ça a été des règles de vie pour les équipes. Après, il y a eu... alors effectivement, il y avait quand même des chefs et il y avait des gens qui avaient des responsabilités. C'est-à-dire que quand je vous dis on défaisait tout le soir de ce qu'on avait fait toute la journée, il y avait par exemple la nana de l'hygiène qui nous disait « Ah mais non, mais là ça déconne parce qu'il y a ça. » On disait « Bah oui, bien sûr. » Mais il y avait une espèce d'horizontalisation. Alors, on ne peut pas faire ça tout le temps, mais c'est un modèle dont il faut s'inspirer. On souffre, par exemple, à l'hôpital d'avoir des CME où la moitié des personnes sont des personnes élues de droit. Personnes ne sont pas élues, sont de droit, et puis l'autre sont élus. Donc les personnes de droit sont déjà majoritaires, sur une instance qui n'est pas décisionnaire en plus. Ces personnes qui sont de droit, ce sont des chefs qui sont choisis par le directeur et le président de CME. Et donc on est dans une boucle fermée. Et qui ne sont pas choisis par le... Moi, je n'ai pas choisi mon chef de service. Je n'ai pas choisi mon chef de pôle. Je vais vous dire un truc pire que ça. Mon chef de pôle nous a été imposé contre une candidature qui était consensuelle dans le service. Et donc ça fait des tensions. Et je pense qu'un chef de service, qu'un chef de pôle, et je pense que c'est pareil pour un directeur, ça marche bien s'il a la confiance des gens qui sont en dessous de lui. S'il entraîne une équipe, ça va. S'il lutte contre une équipe, ça ne va pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci Anne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à Anne Vernet? En sachant que Anne... Tu restes un peu? Jusqu'à demain, mais je veux bien dormir un peu. Non mais voilà, c'est pas figé quoi. Hein. Vous êtes sérieux quand même. Il n'y a pas de questions Anne Vernet? Tu nous as un peu cassé quand même. Hein. Mais non. Si, tu nous as un peu cassé. Alors... C'est vrai qu'on n'a pas capitalisé sur le Ségur. Moi aussi, ce que tu racontes, je l'ai vécu. En fait, il faut comprendre que dans une salle, il y avait le directeur, les cadres, les docteurs, et on décidait et on faisait. Voilà. Il n'y avait plus aucun circuit de procédure, de je sais pas quoi, de trucs horribles. On disait, alors c'est vrai que les soignants, ils étaient plutôt bien vus à ce moment-là, parce que tout le monde flippait. On disait de quoi on avait besoin. Il fallait rouvrir un service là, tant d'infirmières, tant d'aides-soignants, tant de docteurs. On le faisait. Il n'y avait pas de discussion. C'est pour ça que ça nous a plu comme gouvernance. Ils nous obéissaient. Je crois que c'est pour ça que ça nous a plu. Merci Anne. Mais rappelez-vous comment vous élevez vos enfants, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. On peut t'applaudir.